Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème développer son organisation achat en 7 points. Le webinaire sera présenté par Fabrice Menello, expert des achats depuis plus de 30 ans et président de Crop Co. Il anime également des conférences et des séminaires. La présentation durera environ 20 à 25 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, donc vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat à droite de votre écran et je les formulerai à Fabrice Menello à la fin de sa présentation. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Fabrice. Eh bien, merci Nicolas pour cette introduction. Je suis donc ravi de vous retrouver avec ce challenge que m'a proposé Nicolas, de vous proposer des pistes d'action concrètes pour développer une organisation en respectant le timing de 20 à 30 minutes. Donc, on va devoir avoir une présentation un petit peu dynamique. Alors, rapidement peut-être, hop, pardon, tac, pour me présenter. Donc, comme l'a dit Nicolas, je suis dans ce métier des achats depuis longtemps. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Crop Co, qui s'occupe d'aider ses clients à développer ce métier achat dans les organisations, qu'elles soient publiques et privées. Et pour ce faire, eh bien, on accompagne nos clients également avec l'appui d'un logiciel, et ça, c'est la grande nouveauté des dernières années qui va tous vous concerner, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des outils sur le métier achat, le nôtre s'appelle OKVO, il en existe d'autres, et puis comme ça ne suffisait pas, je m'amuse, parce que ça reste un plaisir pour moi, de partager un peu des pratiques sur un blog qui s'appelle Apprendre les achats. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en effet, on a centré l'action, la discussion qu'on a eue avec Nicolas. L'idée, c'est de vous partager un petit peu, certes, un retour d'expérience de ce que moi je suis amené à voir, et on en voit beaucoup. Et pour certains autour de la table, vous êtes déjà très avancés dans vos organisations, mais pour autant d'être aussi assez concret dans ce qu'on peut faire pour améliorer son organisation achat. Alors déjà, on pourrait peut-être se dire, mais pourquoi s'intéresser aux achats? Pourquoi cette fonction stratégique, comme l'appellent certains? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une vraie opportunité, les uns et les autres, et ceux qui nous écoutaient, pour essayer de donner un coup d'accélérateur? Premièrement, il est clair que, vous le savez tous, le métier achat, c'est le métier où on voit passer un certain nombre d'actions de dépenses, et si on regarde les chiffres, basiquement, je n'ai pas voulu vous refaire le petit graphique, mais vous savez que la part des produits achetés ou des services achetés dans une organisation varie entre 30 à 40% du chiffre d'affaires jusqu'à 70-80% pour les sociétés très industrielles. Donc économiquement, il est clair que la bonne maîtrise de vos dépenses d'achat va avoir un impact direct sur, on va dire, la bonne santé de l'entreprise. Et d'ailleurs, dans certains secteurs, au-delà de la bonne maîtrise, c'est absolument essentiel. Quand vous savez que 75 ou 77% des coûts du chiffre d'affaires généré par l'industrie automobile, c'est des produits achetés, si vous n'êtes pas performant, vous ne savez pas maîtriser cette dimension-là. Deuxièmement, les achats, c'est une fonction support. Alors support, je sais que c'est un mot terrible parce que pour certains, c'est un mot où on va dire un peu annexe. Voilà, on est là pour supporter. Et puis pour d'autres, c'est vraiment support au sens stratégique, c'est-à-dire qu'on a une contribution à la stratégie de l'entreprise et de manière transverse. C'est ce qui fait que souvent le métier achat, il est aussi regardé par les dirigeants comme étant un métier qui permet d'adresser des problématiques qui concernent toute l'entreprise. Et ça aussi, c'est assez intéressant. C'est ce qui rend aussi le métier clairement quelquefois un peu plus complexe à opérer, puisque du coup, vous êtes dans cette transversalité. Mais c'est particulièrement intéressant. Troisième sujet qui prend une importance toute particulière dans ce qu'on vit actuellement, c'est que ce métier, vous êtes à l'interface et à la connexion avec vos fournisseurs, et notamment les fournisseurs stratégiques dont il faut s'occuper, particulièrement en ce moment. Et du coup, se doter d'une organisation achat performante, c'est aussi se doter d'une capacité à bien gérer ses fournisseurs, à trouver des nouveaux fournisseurs, et puis ceux qui sont très importants, voire stratégiques, à bien les conserver. Et c'est une partie importante du jeu des acheteurs. Je rajouterais la dimension d'innovation. Alors, même si dans beaucoup d'organisations, il existe
des directions d'innovation, des directions de la recherche à certains endroits. L'acheteur, c'est quand même celui qui est en permanence connecté à l'extérieur et qui a cette capacité aussi à aller, dans le meilleur des cas, capter, sourcer, identifier des fournisseurs, des solutions qui pourraient être ensuite utilisées en interne. Et puis enfin, s'il fallait rajouter un dernier sujet qui nous permettrait de bien s'intéresser aux achats, il y a cette dimension autour des achats responsables, hein, même si j'ai toujours considéré qu'acheter, c'était être responsable. Vous savez que nous sommes dans cette période, dans ce tempo où cette dimension RSE prend beaucoup d'importance. Et j'allais dire, en tant que citoyen, eh bien, tant mieux, mais c'est aussi pour vous l'opportunité, parce que si ce n'est pas vous qui vous en occupez, clairement, dans beaucoup d'organisations, il n'y aura pas grand monde pour s'en occuper. Donc, du coup, c'est aussi une belle opportunité pour venir s'appuyer sur cette dimension pour développer l'organisation. Alors, je me suis intéressé à me dire, mais s'il y avait 7 grandes étapes qu'on pourrait mettre en œuvre, quelles pourraient être ces grandes étapes? Donc, on va y revenir dans les slides qui suivent, mais du coup, je me suis dit, la direction générale, c'est une thématique et on va voir pourquoi c'est important. L'état des lieux, parce que si on veut se développer, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une bonne conscience partagée de là où nous en sommes. Enfin, une démarche collaborative. Hein. Vous savez qu'on parle maintenant beaucoup de co-construction. L'idée, c'est que ce métier achat, il ne pourra pas se développer uniquement grâce aux acheteurs. Les acheteurs vont avoir un rôle important, un rôle d'animateur, mais il faudra le partager. Il faut enfin se définir des objectifs. Comme je le dis souvent aux directions générales que je rencontre, qu'est-ce que vous attendez de votre direction achat? Voilà, quelle est la contribution majeure que vous en attendez? Et ce n'est pas une question qui peut paraître si anodine que ça, parce que quand vous vous adressez à une direction commerciale, on peut vite imaginer ce qu'on peut attendre d'une direction commerciale, une direction de la production, une direction des services, une direction des achats. Eh bien, ça peut prendre plusieurs formes. Il faut enfin définir ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire entre là où vous êtes et là où vous voulez aller, ce qu'on pourrait appeler, en d'autres mots, quelle est votre stratégie. Il va falloir communiquer et aux achats, c'est plus qu'essentiel parce que vous êtes une fonction support. Et puis enfin, je vous encouragerai également dans les méthodes qui ont fait leur preuve d'organiser ce ou ces séminaires qui vont permettre de partager sur le métier et on verra comment on peut mettre en place ces approches. Voilà les 7 points qu'on va voir aujourd'hui, une fois encore, dans le timing qui nous est proposé par Nicolas. Le premier sujet, c'est la direction générale. La direction générale, c'est un sponsor du projet qui, comme je l'ai écrit, est absolument essentiel et nécessaire à la démarche. On pourrait se dire que ça pourrait paraître évident, mais vous le savez, vous qui nous écoutez, c'est pas si évident que ça. Hein. Et donc, du coup, vous allez devoir partager sur le métier avec votre direction générale qui, assez souvent, et on ne va pas trop généraliser, mais on pourra employer le terme d'assez souvent, ne connaît pas grand-chose aux achats en vérité. Parce que ce directeur général, il ne vient pas du métier et il a un regard sur le métier achat qui est souvent un peu limité à sa version la plus minimum, c'est-à-dire les dépenses. Donc, vous avez tout un travail d'éducation. Le directeur général, il va venir supporter le projet, voire communiquer avec vous, voire donner envie à l'entreprise de changer, si vous savez lui en montrer les bénéfices que ça peut représenter pour lui. Un directeur général ne va jamais s'impliquer pour venir supporter une direction, un service, si jamais on n'en a pas su trouver les motivations. Ça veut dire que vous êtes des contributeurs excessivement importants à la stratégie d'entreprise. Ça veut dire que pour supporter votre directeur général et pour lui donner envie à son tour qu'il vous supporte, il va falloir que vous puissiez mettre en place des actions qui sont en lien fort avec la stratégie d'entreprise. Si votre entreprise est en train de mener des opérations de croissance externe, vous allez avoir une politique achat qui intègre cette dimension. Si votre entreprise vit une période compliquée financièrement, clairement, votre contribution sera à aider à passer ce mauvais cap. Si l'entreprise est dans une période complexe en termes de production, en termes d'approvisionnement, bien sûr, vous serez en première ligne, etc., etc. Si vous voulez que votre DG vous supporte, il va falloir
je le dis souvent, rentrer dans la tête du DG. Il va falloir vous aligner sur ce qui, lui, le motive tous les matins. Sinon, vous aurez peu de chances qu'ils viennent aider à développer la démarche achat. Deuxièmement, l'état des lieux. L'état des lieux, c'est important parce que autant de personnes dans l'organisation, autant de regards sur les achats. Et vous, en tant qu'acheteur, vous avez bien sûr une vision, votre DG, votre DAF, votre DSI, un technicien dans la direction technique, autant de personnes qui regardent les achats différemment. Et il n'y en a souvent pas une qui a plus raison que l'autre. Il va donc falloir faire un constat de là où vous en êtes, de la maturité achat de votre organisation. C'est absolument essentiel. C'est souvent ce que j'appelle la visite chez le médecin. Eh bien, il faut aller faire ce diagnostic. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'à certains endroits, il y aura des besoins d'évolution, à d'autres peut-être un petit peu moins. Ce constat, il est essentiel. Tout le monde n'a pas la même vision, comme je vous l'ai dit. Deuxièmement, à partir de ce constat que vous allez devoir partager, alors vous allez pouvoir définir des zones d'amélioration. À quel endroit on va peut-être mettre en place des actions particulières, que ce soit en termes de pratique, peut-être en termes d'équipe, quelquefois en termes de gouvernance des achats, en termes de politique. Tout ça, c'est des points qui sont très importants. Et puis, le constat, c'est aussi un moment qui est un moment rare dans les organisations pour se dire ce qui va bien. Parce que même si vous décidez de mener un projet de développement d'organisation achat, les achats, ça a démarré. Et même, j'allais dire, si aujourd'hui, il n'y a pas d'acheteurs dans l'organisation, pour autant, vous achetez. Alors certes, peut-être pas avec toujours les bons niveaux de pratique, voilà. Et pour autant, il y a des endroits où il y a des personnes qui ont d'excellents comportements achats, quand bien même elles ne seraient pas acheteurs. Donc du coup, le constat, c'est bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est cette bouteille à moitié vide pour aller se dire comment on s'améliore, mais eh bien, ça sera important aussi de signaler que quelquefois, elle est quand même déjà à moitié pleine. Troisième piste concrète, ce que j'ai appelé organiser des ateliers, c'est-à-dire il va falloir identifier les personnes qui sont concernées par ce processus, il va falloir les rencontrer, il va falloir les écouter, et avec elles, il va falloir décider de ce qu'on décide de mettre en œuvre. Vous êtes sur un projet qui clairement est un projet qui va concerner ce qu'on appelle le centre d'achat. Et pour organiser les achats d'une entreprise, alors souvent dans le métier, on parle du binôme, vous savez, on parle de ce binôme entre ce qu'on appelle l'acheteur et le client interne. En vérité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Sur un certain nombre de sujets, vous avez un acheteur qui est concerné, vous allez avoir potentiellement un utilisateur, mais vous allez pouvoir avoir un prescripteur qui n'est peut-être pas le même que l'utilisateur, et puis vous allez avoir un décideur, vous allez pouvoir rajouter quelquefois un juriste, voire un contrôleur de gestion. Bref, sur certaines thématiques, certaines catégories de dépenses, vous avez beaucoup de personnes concernées. Donc, du coup, c'est important de bien prendre en compte ces différents regards. Il va falloir également, quand vous mettez en place un projet de développement, être bien à l'écoute de vos fournisseurs, parce que ceux qui vous connaissent le mieux et qui savent le mieux en parler, c'est vos fournisseurs. Dans toutes nos missions de conseil en achat que nous menons chez Crop & Co, on écoute toujours les fournisseurs qui connaissent bien les clients auprès desquels on est en train de travailler. Et c'est excessivement intéressant parce que le fournisseur, il est capable de vous dire ce qui marche bien et ce qui marche pas bien, mais aussi il est capable de vous donner l'information du marché sur ce fameux benchmark. Et c'est souvent qu'ils nous disent, pour ce client, oh là là, la mise en relation, elle est complexe, c'est des clients qui sont vraiment pas simples en termes de gestion d'affaires, là où quelquefois certains de leurs concurrents ont une approche qui est beaucoup plus efficace. C'est intéressant d'écouter vos fournisseurs. Quatrième thème, les objectifs. On ne peut pas avoir de projet de développement, que ça concerne une organisation ou autre chose, sans qu'on se fixe des objectifs. Et donc, du coup, il va falloir, à partir de la stratégie de l'entreprise, identifier quels sont les résultats de cet état des lieux que vous avez fait pour pouvoir définir vos objectifs. Et clairement, il y a un certain nombre d'axes. Alors, classiquement, vous êtes aux achats, vous ne couperez pas à une réflexion autour de la performance économique. Alors, on appelle ça de la performance économique, des économies, peu importe l'approche que vous allez avoir, il y aura forcément ce regard. Les objectifs, il va falloir viser un horizon de 12 à 18 mois parce que un développement d'organisation achat ne se fait pas
sur un terme très court. Hein, on est clairement sur ce qu'on appelle une conduite du changement, et ça nécessite forcément un peu de visibilité sur le moyen terme. Mais pour autant, il va falloir réaliser ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des succès rapides sur des sujets qui ne seront peut-être pas les plus stratégiques, mais qui vont juste vous permettre de montrer à quel point une transformation peut vite amener des résultats favorables. Hein, alors ça, c'est intéressant parce que si vous vous donnez un objectif sur 12 à 18 mois, c'est un temps qui est assez long, hein, et on risque de vivre ce qu'on appelle dans nos métiers un effet tunnel, c'est-à-dire qu'on va mettre en place tout un tas de choses avant que les bénéfices, on les retire dans 12 à 18 mois. C'est long et vous êtes face à des personnes qui risquent de se lasser un petit peu. Si par contre, très vite, vous montrez que, par exemple, de travailler en amont sur un projet, ça permet d'être plus efficace en termes de négociation, de sourcing, de gestion de délai, forcément, vous allez envoyer un signal très intéressant sur peut-être la gouvernance achat que vous êtes en train d'écrire. 5e thème, la feuille de route, c'est-à-dire qu'on a fait l'état des lieux, on a écouté ce qu'on appelle les différentes parties prenantes, on a identifié les objectifs. Alors la feuille de route, ça va être la description des actions que nous allons décrire pour aller atteindre les objectifs. Voilà. Et par exemple, si vous dites que dans votre objectifs, il y a un objectif financier, par exemple, de dire on veut déclarer une performance de X euros à un horizon de 12 à 18 mois, si on en reste là et qu'on ne va pas plus loin, j'allais dire, il y a très peu de chances que dans 12 à 18 mois, on soit à l'objectif. Si par contre, une fois qu'on a fixé l'objectif, on est capable de détailler les actions, les catégories, le planning sur lequel on va travailler, alors on a un peu plus de chances de pouvoir atteindre cet objectif. Et si on se dit que sur telle catégorie de dépenses, en fonction de l'état des lieux qui a été réalisé, on veut dégager une performance économique, il n'y a pas de magie. Il va falloir se dire que peut-être que là où on avait 5 fournisseurs, on va avoir une stratégie pour en avoir un seul, que là où on avait peut-être tel niveau de service, on va peut-être repenser le besoin et le cahier des charges, etc., etc. Donc, dans la feuille de route, vous devez avoir un suivi des actions assez détaillé. Ce suivi, il doit être revu mensuellement. On ne se fixe pas des objectifs à 12 à 18 mois sans qu'on les revoie tous les mois. Sinon, il y a beaucoup de chances, une fois encore, que dans les 12 à 18 mois qui viennent, il ne soit pas passé grand-chose. Voilà. Il faut tous les mois se dire, est-ce que les actions qu'on a conduites ce mois-ci, elles nous permettent d'aller dans la direction de la satisfaction de l'objectif. 6e thème, le plan de communication. C'est un point qui est important parce qu'on l'a vu et vous le savez, ce métier achat, eh bien, il est encore, malgré tous les efforts que vous faites tous les jours, malgré le niveau de formation que vous avez, malgré ce qui se passe au niveau des associations d'acheteurs, on a encore ici ou là un déficit de communication sur ce qu'est notre métier. Voilà, combien de fois il faut réexpliquer que acheter, ce n'est pas approvisionner, qu'il y a des différences majeures entre ces deux activités importantes. C'est important d'expliquer ce qu'est une préparation de négociation. C'est important de revenir sur ce qu'est un coût global. Bref, il vous faut communiquer de manière permanente. Et croyez-moi, le vieil acheteur que je suis, ce n'est jamais un sujet terminé. Donc, vous allez devoir construire votre plan de communication. Ce n'est pas très compliqué. La première chose, ça va être de s'assurer que la communication sur le terme achat, elle est régulière tout au long de l'année, tout au long de votre projet. Il ne faut pas se dire, allez, pendant 2 mois, on communique. Non, il faut vraiment regarder la communication comme vous pourriez l'envisager si vous aviez à promouvoir un produit ou un service. Je prends souvent cet exemple. Il y a encore des affiches de publicité pour Coca-Cola sur les abribus partout en France. Et pour autant, je crois que tous autour de la table, on connaît Coca-Cola. Et bien pour autant, on continue la communication. Deuxièmement, il va falloir, donc du coup, pour traduire ce qu'est un plan de communication, que vous adressiez ces quelques questions. Quels sont ceux auprès desquels je veux communiquer? C'est ce qu'on appelle les cibles. Quel est le message? Voilà. Est-ce que typiquement, on s'adresse à une direction qui travaille peu avec les achats? Donc là, mon message, ça va être de leur montrer en quoi travailler plus ensemble, ça peut leur apporter des bénéfices. Donc, je peux identifier le message, je vais identifier les cibles à lesquelles je vais
passer ce message. Ensuite, je vais réfléchir comment j'adresse ce message. Faites attention au piège du numérique, de se dire que je vais envoyer un mail à 2723 personnes, comme ça tout le monde aura l'info. Ce n'est pas souvent le moyen le plus performant. Donc, bien sûr, les outils numériques vont avoir un aspect facilitant, mais quelquefois, une bonne réunion en présentiel, il y a plein de manières de passer des messages. C'est ce que j'appelle le support. La fréquence, à quelle fréquence vous allez passer le message? Typiquement, votre politique achat. À quel moment vous allez présenter la politique achat de l'organisation? À quel moment vous allez rappeler les enjeux de la politique achat? C'est la fréquence. Et puis enfin, l'émetteur. Qui est-ce qui va communiquer sur les actions? Ne tombez pas dans le piège de vouloir faire de votre responsable achat l'unique communicant. Sur certains sujets, c'est la direction générale qu'on va mobiliser. Sur d'autres sujets, c'est l'équipe achat. Et puis sur certains sujets, ça va être vos clients internes qui vont communiquer. Et un client interne qui va sur une logique de communication pour étendre votre champ d'action, aller communiquer favorablement sur tout le bénéfice des actions que vous pouvez apporter, ça a excessivement de valeur. Et puis enfin, n'oubliez pas que votre plan de communication achat doit adresser aussi bien les cibles internes qu'externes. L'interne, bien sûr, c'est votre organisation, les personnes avec qui vous travaillez, les personnes avec qui vous ne travaillez pas, peut-être les filiales, etc. L'externe, alors on va bien sûr communiquer auprès de nos fournisseurs stratégiques, qui est une cible toute privilégiée, et puis ensuite on va communiquer auprès de tous les fournisseurs, et peut-être même qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes messages, et enfin, on va communiquer auprès d'une cible qui est excessivement importante pour vous, ce que j'appelle les prospects. Voilà, comment demain de nouveaux fournisseurs, vous allez aller les toucher. Alors, vous avez plein d'outils pour les toucher. Vous avez un site web, vous avez LinkedIn, vous avez les bases de sourcing, etc., etc. Communication essentielle pour les achats. Et puis enfin, le dernier point, peut-être que dans le cadre de ce projet, si on revient au thème de ce webinaire, c'est-à-dire comment développer mon organisation achat, et bien du coup, je vous encourage à réfléchir à cette logique d'animation d'une séquence où vous allez pouvoir mettre autour de la table différentes personnes pour aller expliquer avec vos mots, dans votre contexte, avec, j'allais dire presque votre culture, l'importance de ce que sont les achats, de partager le plan d'action. Il n'y a rien de plus terrible que de voir une organisation achat qui a défini un plan d'action dont 4 personnes et demie sont au courant. Non, si vous avez mis en place des objectifs stratégiques sur les achats, toute l'entreprise doit les connaître. Vous le savez bien, dans les organisations, vous êtes vous-même au courant d'un certain nombre d'objectifs majeurs de l'organisation, que ce soit sur les ventes, que ce soit sur une nouvelle usine, que ce soit sur un nouveau service. Eh bien, il faut pouvoir aussi avoir des actions majeures sur les objectifs achats. Enfin, il faut profiter de ces séminaires pour faire parler vos acteurs internes qui vont venir s'exprimer, alors aussi accepter qu'ils s'expriment sur des attentes, peut-être des insatisfactions, peut-être des demandes d'amélioration, mais souvent, vous le savez, c'est aussi le moment où c'est eux qui vont venir mettre en avant la valeur que vous pouvez apporter à l'organisation. J'ai aussi animé un certain nombre de séminaires où on fait intervenir ce que j'appelle les grands témoins, c'est-à-dire des personnes qui vous ressemblent ou qui ressemblent à votre direction et qui sont dans d'autres entreprises et qui, elles, viennent intervenir dans ces réunions internes pour parler de ce qu'elles ont vécu, de ce qui marche, de ce qui a été compliqué, bref, de tout l'intérêt à le faire. Et ça, c'est des impacts, on va dire, de conviction qui sont extraordinaires. Voilà. Du coup, pour se donner un petit peu de temps pour partager, voilà les points essentiels, et j'allais peut-être dire les points très essentiels. Après, vous le savez, c'est un sujet tellement large qu'on pourrait l'aborder de manière un peu différente. Mais là, je vous ai donné 7 pistes très concrètes que vous pouvez mener, alors seul ou accompagné. Bien sûr, je suis un consultant, donc on aime bien vous accompagner, mais tout ce que je vous ai dit là, il n'y a pas d'impossibilité à ce que vous le réalisiez vous-même avec vos équipes. La seule petite difficulté supplémentaire quand vous allez adresser ces besoins en interne, c'est que bien souvent, pour certains d'entre vous, ça manque un petit peu de méthode, mais ce n'est pas ça le plus important. 2, là où vous avez souvent une difficulté supplémentaire à faire appel à des prestataires externes, c'est que la tenue du calendrier, c'est-à-dire que vous êtes vous-même déjà dans une démarche qui est très opérationnelle
et de mener tout ou partie de ces actions, ce n'est pas des choses simples. Et puis peut-être la difficulté majeure que vous rencontrez quand vous opérez vous-même ces opérations de changement, c'est qu'en termes de messages, en termes de capacité à se dire les choses, c'est un peu moins simple quand on est en interne. Ce qui n'est pas le cas avec un consultant qui, si jamais il est bien choisi, aura toute la latitude de pouvoir aussi peut-être se dire quelquefois des choses qu'on a du mal à se dire quand on est en interne parce que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà ce que je voulais partager avant de laisser la parole à Nicolas. Juste pour terminer, vous dire que sur nos différents sites Internet, vous allez trouver un certain nombre de livres blancs, de vidéos maintenant avec des chaînes YouTube pour continuer à partager autour des expériences, des pratiques et des retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis, si vous avez des besoins ou des questions, bien évidemment, après le webinaire, je suis disponible avec vous pour échanger. Alors, merci beaucoup Fabrice pour cette présentation donc très riche en enseignements. Effectivement, nous avons reçu donc quelques questions, donc je vais sans prendre un instant vous en formuler. Vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Fabrice répondra avec plaisir. Alors, première question, c'était comment fait-on quand la direction technique pèse de tout son poids pour ne pas utiliser les leviers achats? C'est une bonne question. Et pour autant, c'est pas de la science-fiction, pour se dire les choses clairement. Alors, je crois qu'il y a deux grandes pistes qu'il faut travailler et qu'il faut travailler de manière simultanée. La première piste, c'est déjà de vous assurer des attentes d'une direction générale sur ce que j'appelle la gouvernance. Voilà. Si à un moment donné, la direction générale, après ce constat, après tout ce que vous allez faire, se dit que le terrain de jeu on va dire des produits et des services techniques est dans le terrain de jeu des achats, ben, c'est un premier point. Si vous n'avez pas obtenu, j'allais dire, ce feu vert, ce droit d'aller regarder ce qui se passe côté direction technique, c'est plus compliqué. Voilà, donc, c'est un premier point. La gouvernance, quel est le périmètre d'action des achats? Parce qu'en effet, vous avez raison, à certains endroits, il y a encore quelques départements ou quelques typologies d'achats qui vous sont pas, sur lesquels vous n'êtes pas les bienvenus. Deuxièmement, par rapport à la direction technique, ben, il faut comprendre un peu le pourquoi de ce blocage. Et je serais tenté de dire, il faut réussir à obtenir sur un premier dossier la possibilité de travailler vraiment en binôme en disant, écoute, tu veux pas qu'on travaille ensemble parce que, pour tout un tas de raisons, que des fois j'ai du mal un peu à comprendre, mais peu importe, moi je ne vais pas travailler contre toi, je voudrais juste qu'on puisse ensemble travailler sur un dossier, un projet, pour voir si en effet notre coopération peut amener des avantages, c'est-à-dire qu'on puisse être meilleur sur les prix, qu'on puisse être meilleur sur la sécurité, que je puisse te faire gagner du temps tout simplement, etc. Et si à l'issue de ce premier dossier sur lequel on travaille ensemble, on estime, toi et moi, qu'il n'y a pas de bénéfice ajouté, ben tu as ma parole qu'on ne travaillera pas ensemble sur les dossiers techniques. Et souvent, on va dire que plutôt d'avoir une vision un peu bulldozer, de vouloir dire bah, à partir de maintenant, je suis acheteur, donc je travaille sur tous les dossiers techniques, c'est un sujet qui est trop risqué, qui est trop exposé, quand vous n'êtes pas attendu. Donc, prenez un premier dossier, même si ce n'est pas un dossier à très fort enjeu, montrez la valeur ajoutée de travailler avec un acheteur. Et souvent, bah, on est quand même dans un métier un peu où après un premier dossier, on va convaincre sur un autre dossier. Et voilà. Mais aujourd'hui, sachez qu'il n'y a aucun sujet sur lequel l'acheteur n'a pas une vraie contribution. Alors, merci Fabrice. J'ai une deuxième question. Quelle est l'organisation des achats idéale? C'est-à-dire, de quel département devrait-il dépendre? Alors, en vérité, l'organisation achat, comme on l'a partagé un peu rapidement, elle va venir servir des objectifs pour pouvoir développer et contribuer à la stratégie d'entreprise. Donc, l'organisation achat idéale, c'est celle qui va vous permettre d'atteindre les objectifs qui vont eux-mêmes permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, typiquement, on va prendre quelques exemples. Si vous êtes dans une organisation où une des finalités fortes des achats, c'est d'aller produire un plan de performance économique, produire des économies, en clair, c'est ça qu'on attend véritablement des achats, je serais tenté de dire qu'un rattachement
à une direction financière peut faire beaucoup de sens parce que la direction financière, elle a une vision transversale sur les dépenses de l'organisation et donc on peut espérer que vous aurez donc naturellement une légitimité à regarder l'ensemble de ces dépenses. Deuxièmement, si on est dans une vision qui est un peu plus, on va dire, qualité de service, gestion des délais, parce que ça peut être ça aussi les achats dans certaines organisations, alors quelquefois, on voit des rattachements à ce que j'appelle la direction des opérations. Dans les univers industriels, on parle de la supply chain, hein, et ça peut faire beaucoup de sens. Et puis enfin, on voit, mais dans une moindre mesure, un rattachement du directeur achat à la direction générale. Il est clair que souvent, c'est très intéressant parce que quand vous êtes à ce niveau de rattachement, ça veut vraiment dire que l'organisation achat est regardée comme une fonction stratégique. Et là, pour le coup, bah, ça vous donne naturellement une légitimité à regarder les sujets de manière transverse. Donc, il n'y a pas, en vérité, d'organisation idéale. Ça va dépendre de votre projet et puis ça va dépendre de votre temps de maturité. Hein. L'organisation ne sera peut-être pas tout à fait la même quand on démarre la mise en place de l'organisation que quand elle est très mature. Hein, elle peut évoluer. Alors, nous avons un complément du coup à cette question, c'est-à-dire les achats indirects des acheteurs dédiés ou la professionnalisation des personnes en charge actuellement. Ah, bonne question. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Moi, j'ai toujours considéré que acheter, c'était un métier et que, ben moi, si je prends modestement mon exemple, j'ai acheté de l'informatique très complexe, j'ai acheté du principe actif dans l'industrie pharmaceutique, etc. J'ai acheté des machines, des équipements, des usines. Voilà, et je peux vous dire que c'est pas mes sujets de prédilection à titre personnel. Donc, acheter, c'est un métier. Et quand on est acheteur, on peut tout acheter. Voilà, il n'y a pas de limite. J'ai négocié avec des banquiers. Voilà. Par contre, le fait d'avoir une connaissance technique de ce qu'on achète, hein, et c'est le cas notamment des acheteurs souvent, notamment dans des familles indirectes, ben, c'est pas inintéressant non plus. Après, ben là aussi, il faut voir un peu quels sont les enjeux. Quelquefois, dans certaines organisations, déléguer l'acte d'achat à des personnes qui opèrent leur activité dans lequel les achats sont une partie, c'est pas une mauvaise solution. Hein. Je suis pas, par exemple, très favorable à ce que les acheteurs couvrent 100% des dépenses de l'organisation. Vous le savez, si vous analysez bien vos dépenses, si vous faites une cartographie de dépenses une fois par an, ben, j'allais dire, il y a peut-être 20 à 25% des dépenses de l'entreprise sur lesquelles vous n'avez pas beaucoup d'impact. Donc, ces dépenses-là, ben, laissez-les gérer par les personnes qui s'en occupent aujourd'hui, quitte à leur donner quelques petites formations internes sur comment on négocie bien, comment on évite de payer des acomptes, etc., etc. Mais j'allais dire, pas de bataille, on va dire, de dogme sur le fait que l'acheteur, il doit couvrir toutes les dépenses. Alors, merci Fabrice. On va passer une dernière question que j'ai reçue en privé. Donc, quels sont les principaux écueils qui empêchent de développer son organisation achat? J'en mettrai deux pour terminer. Le premier écueil, ben, c'est peut-être la non-capacité, pour ne pas parler d'incompétence, mais la non-capacité de celui qui est aujourd'hui en charge des achats de développer un projet de transformation. Parce que ben, si on veut mettre en place un projet, ça va nécessiter un certain nombre de savoir-faire qui sont en partie sur le métier, mais on l'a vu en partie en termes de communication, en termes de management, en termes de posture presque. Et donc, du coup, ben, si vous n'avez pas l'homme ou la femme qui va représenter le métier achat en interne, forcément, c'est plus compliqué. Et ça arrive. Et puis enfin, ben, il lui faut un partenaire de jeu qui est son directeur général. C'est-à-dire que si on a la bonne personne pour faire grandir le métier achat, il faut véritablement que votre direction générale, elle ait envie de le faire. Et là, du coup, vous allez avoir un petit travail de persuasion, communication, pour leur montrer que ça va être bien pour eux. Voilà, je ne connais pas de directeur général qui ne va pas vous suivre dans un projet de transformation qui lui apporterait des bénéfices. Hein, souvent, on me dit, les DG ne nous suivent pas, et quand je leur dis, mais du coup, tu leur racontes quoi aux DG pour qu'ils te suivent? Ben, quelquefois, quand j'ai écouté les messages des acheteurs, à la fin de l'histoire, je dis, ben oui, c'est un peu normal, parce que je trouve que tu ne leur racontes pas quelque chose qui les porte plus loin sur les achats. Donc, du coup, il faut un homme ou une femme qui porte, on va dire, le projet de transformation côté métier, côté achat, avec le bon support d'un DG qu'on aura
à qui on aura donné envie de s'intéresser aux achats. Alors, merci Fabrice pour ces réponses précises. Donc, malheureusement, effectivement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé et nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, nous serions bien restés effectivement ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. D'ailleurs, Fabrice, je te laisse passer le slide suivant. Parce que je vous invite également à rejoindre les 4 groupes de discussion dédiés aux achats sur notre réseau social Parcours Croisé afin d'interagir donc avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont les vidéos de Fabrice. N'hésitez pas à publier, liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir assisté à ce webinaire et je remercie Fabrice Menello pour sa présentation. À bientôt donc et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci à tous. Merci Nicolas pour ton aide et ton support pendant cette présentation. À Merci bientôt à pour ton tous. expertise, Fabrice. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.